Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons sur le site Le Monde d'après, qui vous a été concocté par l'association Colère du Présent et ses partenaires. Si le salon du livre d'expression populaire et de la critique sociale n'a pas pu être maintenu, vu le contexte qu'on connaît tous, nous sommes tout de même présents, confinés, mais libres de penser ensemble et de penser avec vous Le Monde d'après et avec Julien Talpin tout de suite maintenant. Bonjour Julien, Bonjour. comment ça va? Eh ben, pas mal. Le Ça va pas confinement mal? commence à être long, mais Ouais. je m'en sors en fait. Ça me permet justement d'écrire en fait. C'est assez propice. Alors, Julien, pour te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, du coup, toi, tu es chargé de recherche en sciences politiques au CERAPS, Centre d'études et de recherche administrative. C'est une unité mixte de l'île 2 et du CNRS. Et tu as beaucoup travaillé sur l'engagement, la participation dans les quartiers populaires et notamment sur le community organizing. Ça te Mhm. va? Très bien. Ok. Alors, avant de démarrer, on est quand même dans une période qui est super étrange. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur ton confinement? Comment toi tu le vis là à Roubaix? Du coup, comment ça se passe pour toi? Alors moi, c'est assez particulier parce que je suis dans une position très privilégiée. J'habite à Roubaix, donc il y a une ville très populaire, mais moi j'ai un appartement qui est relativement grand. J'ai pas d'espace extérieur, mais bon, disons que c'est quand même tranquille. Et ça contraste quand même fortement avec ce que vivent beaucoup des habitants de Roubaix au-delà des quartiers populaires, qui est un confinement qui est hyper dur en fait. On le voit partout en France. Moi, je le vois surtout à travers les médias, mais aussi à travers les formes de solidarité qui s'organisent au niveau local. Il y a des gens qui ont du mal à bouffer, tout simplement, et voilà, il y a des problèmes sociaux, économiques et donc humains très durs. Il y a aussi des inégalités face à la santé. Et donc voilà, moi, mon confinement est assez tranquille et contraste avec ce que vivent les gens. Et peut-être souligner également que depuis quelques jours, en fait, il y a des émeutes ou des révoltes en fait qui ont commencé dans pas mal de quartiers populaires, notamment suite à un nouvel épisode de violence policière en banlieue parisienne, à Villeneuve-la-Garenne, où un jeune homme s'est fait renverser par une voiture de police. Et voilà, et suite à ça, un certain nombre de quartiers en banlieue se sont embrasés, et notamment pas très loin de chez moi, en fait, à Roubaix, dans pas mal de quartiers. Ça reste relativement soft dans le sens où c'est quelques poubelles, quelques voitures qui brûlent, et puis surtout des pétards, des feux d'artifice qui sont envoyés sur la police. Il n'y a pas de dommages hyper importants, mais ça atteste justement du fait que les gens ils en ont marre en fait dans les quartiers du confinement parce qu'on est très inégaux face au confinement et quand on habite dans un petit appartement qu'on n'a pas d'espace extérieur, etc. C'est au bout de 6 semaines on n'en peut plus quoi. Et voilà. Et quand on rajoute à ça les violences policières, les contrôles policiers qui touchent tout particulièrement les habitants des quartiers, à un moment ça pète, quoi. Bien sûr. Ok. Alors, du coup, là, tu évoques, du coup, c'est ce qui a été appelé là des émeutes ou des échauffourées dans les quartiers suite à des bavures policières. On peut appeler ça comme ça, je pense. Euh, Tu vois, pour faire le lien avec ton livre, Bâillonner les quartiers, comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, est-ce que finalement ce serait pas une forme de mobilisation, ce qui est appelé échauffourée ou qu'est-ce que t'en penses? Alors c'est clair que depuis longtemps en fait c'est des débats qui animent pas mal les sociologues en fait. Est-ce que les émeutes sont juste des réactions violentes de gens un peu irrationnels qui ont juste envie de taper la police, ou est-ce qu'il y a un sens politique aux émeutes? C'est des débats qui avaient eu beaucoup lieu en fait en 2005 au moment justement des révoltes plutôt que des émeutes qui avaient eu lieu à ce moment-là partout en France. Et ce qui est assez clair et ce que partagent la plupart des sociologues, et moi je suis d'accord avec ça, et c'est ce sur quoi on est d'accord avec pas mal des militants, c'est qu'il y a une signification politique à ces révoltes et que ça sort pas de nulle part. Clairement, elles viennent indiquer un sentiment d'injustice, injustice économique, sociale, politique, et puis surtout injustice face au traitement d'exception qui est réservé par la police aux habitants des quartiers. Systématiquement, ces moments de révolte surviennent quand il y a plus que des bavures, parce que la bavure, en fait, le terme de bavure tend à effacer un peu, à invisibiliser le fait que c'est systématique, voire systémique en fait. Ces violences policières qui touchent les habitants des quartiers. Et il y a toujours cette étincelle qu'est la violence policière dans l'enclenchement des révoltes. Et donc là, une fois de plus,
C'est-à-dire que depuis le début du confinement, eh ben, on assiste à des contrôles d'attestation qui tournent mal. Une femme en banlieue parisienne qui s'est même fait frapper, qui a pris un coup de taser alors qu'elle avait son papier en règle, etc. Et puis des pratiques violentes de la part de la police à l'égard d'un certain nombre d'habitants de quartier. Donc ça a été d'une certaine façon, une fois de plus, l'aiguillon, l'étincelle qui fait que rajouter aux difficultés quotidiennes du confinement, les gens réagissent, quoi. Bien sûr. Donc, du coup, dans bâillonner les quartiers populaires, Julien, alors, je dis Julien parce qu'on se connaît, hein. Du coup, enfin, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est quand même des espaces, des territoires qui sont un peu finalement à part. Il y a une espèce de répression policière, judiciaire. L'État, on a l'impression qu'il y a des espèces de complicité comme ça. Toi, tu analyses les mécaniques. Quelles sont les principales mécaniques en fait qui font que ce sont des territoires à part et qu'il n'y a pas les mêmes droits en fait dans les quartiers populaires? Alors effectivement, moi, ce que j'essaie d'analyser dans ce livre, c'est le traitement d'exception réservé par l'État, les pouvoirs publics, mais c'est aussi les villes, toutes les institutions, en fait, à l'égard non seulement des quartiers populaires, mais là, tout spécifiquement, à l'égard des militants, des associations, des organisations qui essayent de défendre les intérêts des quartiers. C'est-à-dire que d'un côté, il y a pas mal de gens qui se mobilisent justement contre les violences policières qui touchent les habitants des quartiers. Mais là, je m'intéresse au fond à la répression politique qui touche les habitants et les militants des quartiers populaires, tout simplement parce que c'est un truc qui est hyper important pour comprendre pourquoi c'est si dur, c'est si coûteux de s'organiser dans les quartiers. Moi, le point de départ un peu du bouquin, c'est de dire, certes, et c'est important de le rappeler, et les moments de révolte le montrent, les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, mais c'est quand même compliqué de s'organiser dans ces espaces, c'est compliqué de défendre ses intérêts quand on vient d'un quartier. Et une des raisons, c'est justement ce traitement d'exception de la part de l'État et des pouvoirs publics. Et donc, dans le livre, ce que j'essaye de faire, c'est effectivement de décortiquer un peu la mécanique du pouvoir et les différentes stratégies qui sont utilisées par l'État pour rendre plus compliqué, plus coûteux l'engagement dans les quartiers. Alors, ça passe par quoi? Il y a effectivement la police et la justice qui sont en première ligne. Alors, des formes les plus dures, ça passe parfois par l'emprisonnement de certains militants. Alors, c'est rare aujourd'hui. Il y a eu des épisodes historiques où c'était plus fréquent, mais on peut penser par exemple à la famille d'Adama Traoré. Deux de ses frères ont été, peut-être plus d'ailleurs, à un moment incarcérés suite à leur mobilisation où ils demandaient vérité et justice. Ils demandaient notamment des informations suite à leur mort, à la mort de leur frère par étouffement. Ils se sont retrouvés en prison. C'est quand même dire l'ampleur de la chose. Alors, ça touche pas que les quartiers, hein, c'est également vrai, par exemple, pour des gilets jaunes ces derniers temps. Donc, la prison, ça passe aussi beaucoup par des amendes. Une des pratiques courantes, en fait, de la part de la police, c'est de mettre des amendes pour outrage et rébellion face à des gens qui, néanmoins, essayent simplement de s'organiser et ils sont éventuellement critiques à l'égard de l'institution policière. Et puis, ça passe aussi pas mal par des procès en diffamation. Quasiment toutes les organisations qui luttent, notamment contre les violences policières, ont eu à un moment affaire à des procès pour diffamation. C'est le cas d'Assa Traoré, par exemple, récemment. Ça a été le cas un peu avant pour Amal Bentounsi, qui avait créé le collectif Urgence Notre Police Assassine suite à la mort de son frère par un coup de feu dans le dos par un policier. Voilà, il y a toute une série d'histoires comme ça depuis des décennies en réalité. J'essaye de retracer dans mon bouquin où par les procès en diffamation, l'outrage et la rébellion, etc., la police et la justice essayent d'entraver les mobilisations et l'organisation dans les quartiers. Pourtant, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que il n'y a pas que ces formes de répression les plus violentes qui entravent le militantisme dans les quartiers. C'est les formes les plus dures, peut-être les plus visibles, mais il y a aussi des formes plus discrètes, plus insidieuses. Ce que je dis moi souvent, c'est moi j'essaie de regarder un peu le continuum qui va de la matraque à la coupe de subvention. C'est-à-dire qu'il y a des formes, on pourrait penser, à côté de la prison ou des procès, une coupe de subvention, c'est pas grand-chose. Mais voilà, il y a plein de petites pratiques institutionnelles, et on pourra peut-être rentrer dans le détail, qui visent à rendre plus compliqué l'engagement dans les quartiers. D'accord. Ok. Donc, c'est une volonté, Julien. Enfin,
c'est pas un hasard tout ça. C'est un peu ce que tu dénonces aussi dans le livre, c'est que c'est une stratégie qui est mise en place. C'est pas juste un hasard en fait. Alors, c'est une très bonne question et c'est compliqué en fait. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que d'un côté, ce que j'essaye de dire, moi, c'est que quand on met bout à bout toutes les histoires que je raconte dans le bouquin, de plein d'histoires de mobilisation qui ont pris cher en fait, qui se sont fait réprimer soit de façon dure, soit de façon plus discrète, effectivement, c'est pas un hasard et c'est systémique. Voilà, il y a quelque chose qui est quand même très flagrant dans les pratiques des institutions de l'État, des pouvoirs publics, de mettre à mal, de mettre sous l'éteignoir la contestation. Après, les intentions ne sont pas toujours clairement identifiées. C'est-à-dire que quand on réprime les gens, on ne le dit pas toujours haut et fort. On a plutôt tendance à dire non, non, mais pas du tout, vous êtes en train de vous victimiser ou vous êtes en train de construire des théories du complot. Et donc, c'est un peu compliqué. Moi, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre quand même, c'est par un travail dans les archives, dans les déclarations des uns ou des autres, par des entretiens que j'ai pu faire aussi avec des fonctionnaires, avec des élus, de retrouver des traces de ces intentions, mais qui sont souvent un peu cachées. Ce que j'essaie de dire quand même, en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait un grand plan clairement établi de la part de l'État pour démobiliser les quartiers. C'est souvent des petites tactiques individuelles, en fait. Un élu qui veut simplement être réélu, un fonctionnaire qui veut bien faire son travail, être bien vu par ses supérieurs. Et que ces petites tactiques comme ça, un peu à court terme, qui constituent simplement, qui se traduisent par un petit bâton qu'on met dans la roue des militants, et ben, mise bout à bout, ça contribue à rendre compliqué l'engagement. Okay. Et du coup, Julien, bon, on a reproché, tu vois, on montre que les quartiers populaires, souvent du doigt, ils se mobilisent pas assez, il y a eu les mouvements sociaux, ils n'ont pas participé dernièrement, ils manifestent pas, ils revendiquent pas. Donc voilà, on les montre du doigt parce que les personnes qui habitent dans les quartiers populaires ne seraient pas assez politisées, plus assez politisées. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça et quelles seraient les clés peut-être pour rendre plus visibles les personnes qui sont politisées dans les quartiers populaires et puis déclencher peut-être un renouvellement effectivement de revendications dans ces quartiers pour le monde d'après? Alors, donc moi, c'est vrai que c'est une question qui est au centre de mes recherches. Premier point, c'est de dire que les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques et donc que d'un côté, il y a toujours eu et il y en a encore aujourd'hui des militants, des organisations, des gens qui se battent. Au-delà de ça, moi, ce qui ressort beaucoup de mes recherches, en fait, c'est que, y compris chez des gens qui sont pas forcément hyper investis, il y a une colère hyper forte, une sorte de sentiment d'injustice un peu rentré face aux inégalités, aux discriminations qu'on vit au quotidien. Toute la question, c'est comment, à partir de ces sentiments d'injustice, de ces colères, on crée de la mobilisation collective, des luttes un peu plus pérennes qui permettent ici et maintenant de transformer les choses et d'améliorer le sort des habitants. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que c'est quand même compliqué aujourd'hui, il faut quand même pas se voiler la face, moi je trouve, pour les militants dans les quartiers, pour les organisations, les assos, etc., d'élargir le cercle et de toucher plus de monde. De transformer la colère en engagement plus durable, c'est pas toujours évident. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Alors premier point, ce serait d'abaisser ces coûts de l'engagement. C'est-à-dire que toutes ces formes de répression dont on parlait et que je documente dans mon livre, eh ben, ça contribue à désinciter à l'engagement. Quand on a vu son grand frère, sa grande sœur, son père s'user à la tâche en s'engageant et en le coûtant parfois au prix de son travail, d'une progression professionnelle, d'engueulades à la maison parce qu'on n'est jamais là, parce qu'on est toujours fourré dans des meetings, etc. Aussi parce que la répression, ça laisse des traces. Moi, je m'intéresse aussi à ce qu'on peut appeler la répression symbolique, l'attaque sur la réputation des gens, où on va qualifier les gens de communautaristes, d'islamistes, de manipulateurs, etc. Toutes ces attaques sur la réputation des gens, ça laisse des traces. Et puis du coup, chez les plus jeunes générations, ça incite pas forcément à l'engagement. Donc une première piste, c'est déjà peut-être un autre traitement de la part des pouvoirs publics des mobilisations issues des quartiers. Une autre piste, moi, que j'essaye de creuser, c'est de m'intéresser au fond aux conditions matérielles de l'engagement. C'est-à-dire qu'une des formes de répression, c'est la répression matérielle, empêcher les gens de se réunir. Voilà, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup, c'est la difficulté d'accéder à des locaux, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, quand on n'a pas d'endroit pour organiser ces réunions, ces rencontres, etc., c'est compliqué de toucher du monde.
Et souvent, d'ailleurs, les espaces de rassemblement, les locaux dans les quartiers, c'est un espace de lutte et de répression. C'est aussi la question des subventions. Alors là, il y a vachement de débats, en fait, au sein des sphères militantes dans les quartiers. Est-ce qu'il faut demander des subventions publiques ou pas, etc. Moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que souvent, quand même, avoir un peu d'argent, ça aide pour faire avancer la cause, pour éventuellement financer des avocats, soit par exemple dans les luttes sur le droit au logement, pour les sans-papiers, etc. Une aide juridique, ça a quand même un coût. Avoir des salariés qui vont pouvoir un peu donner une continuité à la lutte, etc. C'est quand même utile. Donc bref, tout ça pour dire que avoir des moyens, ça c'est important. Et donc il y a un enjeu, me semble-t-il, à réfléchir aux modalités de financement de la vie associative en France et tout particulièrement dans les quartiers populaires. De ce point de vue-là, il y a eu des propositions qui ont été faites il y a quelques années, notamment dans un truc qui s'appelait le rapport Baquet-Meshmach, qui visait à réfléchir justement à la participation dans les quartiers populaires, qui a été repris derrière par la coordination Passons Nous, qui est une fédération un peu nationale d'assaut des quartiers, qui, une des propositions qu'ils font pour libérer le potentiel politique des quartiers, de dire il faut transformer les modalités de financement, ils proposent de créer un fonds d'interpellation citoyenne. C'est quoi ? C'est une sorte d'autorité indépendante qui déciderait de qui on finance, quelles associations, quels projets on finance dans les quartiers pour sortir d'une relation de clientélisme où bien souvent en fait les élus sont dans une situation de juge et partie, où ils vont financer leurs copains ou les assos qui sont pas trop critiques à leur égard, et à l'inverse couper les subs et mettre sous les noirs les acteurs les plus critiques. Et donc le problème là, à mon sens, c'est pas tant le financement public en tant que tel de la vie associative qui crée ce clientélisme, mais les modalités d'attribution des financements. Et donc si on enlevait cette responsabilité-là, parce qu'il y a beaucoup d'incidences, si on enlevait cette responsabilité-là de la seule main des élus locaux, en créant par exemple des commissions mixtes, où on aurait des élus d'opposition, des représentants associatifs, des fonctionnaires, ça a imaginé, des citoyens tirés au sort, peut-être aussi, ça éviterait justement ces pratiques clientélistes qui contribuent justement à étouffer un peu le militantisme dans les quartiers. Je dis que ça a beaucoup d'incidences, parce que quand je parle de ça, y compris à des copains engagés dans des partis à gauche, etc., ils me disent « Non mais attends, si demain nous on gagne des élections municipales, il y avait des élections récemment, un peu mise entre parenthèses, si demain nous, en tant que parti de gauche, on gagne les élections municipales, on veut pouvoir financer qui on veut. » Et moi je leur dis non, en fait, il faut sortir en fait de cette logique-là où gagner les élections, ça permet de financer les copains. Parce que au contraire, ce qui permettra, à mon sens, à des forces progressistes de tenir leurs promesses et de ne pas être avalées au fond par un jeu institutionnel, etc., et être avalés par le pouvoir, c'est justement d'avoir en face d'eux, en permanence, des contre-pouvoirs qui vont les ramener à leurs promesses. Et pour pouvoir entretenir cette dynamique des contre-pouvoirs, il faut avoir des moyens matériels autonomes. Bien sûr, il faut repenser les instances politiques et démocratiques pour les quartiers. C'est ça. Bon, merci beaucoup Julien, c'était vraiment super intéressant. On te retrouve de toute manière sur une autre présentation où on va parler aussi des associations, et puis on te retrouvera sur le débat autour des violences policières à 18h le 1er mai. Du coup, ton livre, que je n'ai pas tout à fait bien présenté tout à l'heure, Bâillonner les quartiers populaires, comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires, c'est paru aux éditions Les Étacs en 2020, donc c'est tout récent, hein, Julien? Tout à fait, en janvier, donc voilà, ça coûte 9 €, donc n'hésitez pas, c'est une maison d'édition militante créée à Lille depuis 1 an, et ils ont plein d'autres titres, donc ruez-vous dessus quand les librairies réouvriront. Merci beaucoup Julien de nous avoir parlé de ce livre, et puis on se retrouve donc à 18h. Merci.